Lorsque les éléphants s'affrontent, les petits animaux ont intérêt à s'écarter du chemin. Mais qui peut se mettre à l'abri lorsque la Terre n'est plus qu'un champ de ruines? En 1962, la crise des missiles de Cuba avait amené le monde au bord de l'impensable. Une confrontation nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, communément appelée un Armageddon. Bien qu'on compris pendant ces 13 jours d'octobre que ce fut une crise très sérieuse, ce que nous savons aujourd'hui suffirait même à faire frissonner d'horreur l'individu le plus robuste. Des décennies plus tard, nous savons à quel point nous sommes passés très près de la fin du monde tel que nous le connaissons. Dans cette émission du Monde de demain, je vais révéler pour la première fois à beaucoup d'entre vous à quel point nous avons été proches de la fin du monde, plus que nous le pensions à l'époque. En outre, nous verrons qu'il y a eu beaucoup plus de quasi-accidents nucléaires pendant la guerre froide que ce qui est généralement connu. Et je vais vous offrir une ressource gratuite Armageddon et au-delà qui montre qu'un holocauste nucléaire n'est pas une fiction, mais aussi qu'il existe de bonnes nouvelles pour notre avenir. Je reviens tout de suite avec des détails choquants, alors ne partez pas. Bienvenue au monde de demain, où nous attendons véritablement un monde meilleur. Mais nous ne craignons pas non plus la réalité. Et le fait est qu'il existe bien plus de dangers que beaucoup ne le pensent. La crise des missiles de Cuba est de l'histoire ancienne pour la plupart des gens vivant aujourd'hui. Après tout, octobre 1962, c'était il y a près de 6 décennies. Et toute personne de moins de 70 ans n'en a probablement que de vagues souvenirs, voire aucun. Pour les jeunes générations, cette époque effrayante, lorsque deux superpuissances dotées d'armes d'une puissance destructrice massive se retrouvèrent au bord de la guerre, est désormais de l'histoire ancienne. Ceux d'entre nous qui étaient en vie à cette époque-là ne se souviennent plus de tous les détails, et même nous ne connaissions pas toute la vérité. De plus, en Occident, les écoles publiques ne mettent plus l'accent sur l'étude de l'histoire, en remplaçant celle-ci par les sciences sociales. Ce changement subtil pouvait sembler anodin lorsque j'étais à l'école dans les années 1950 et 1960. Mais cette tendance a continué à évoluer. Ce fut un astucieux tour de passe-passe. Les mots ont un sens et les sciences sociales ne sont pas la même chose que l'histoire. Les étudiants des cycles secondaires et universitaires sont bombardés par une propagande autour de la pensée progressiste pour tenter de transformer la société et de réécrire l'histoire. Comment pourrions-nous blâmer les jeunes générations de ne pas comprendre des événements que nous ne leur avons jamais enseignés et dont ils ne connaissent pas le contexte? Même leurs parents pourraient ne pas le savoir. S'ils apprennent quelque chose au sujet de la crise des missiles de Cuba, ce sera probablement que l'Union soviétique et Cuba ont été victimes de l'impérialisme d'Occident. Cela ne veut pas dire que tous sont dans l'ignorance. Toutes les écoles ne sont pas égales. Certaines proposent de très bonnes formations en histoire ancienne et moderne. Beaucoup de jeunes font leurs propres recherches et sont bien informés. Malheureusement, c'est loin d'être la norme. Dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les salles de projection, au moins aux États-Unis, diffusaient souvent les actualités cinématographiques avant les films. Je me souviens comment ces actualités encensaient Fidel Castro et ses révolutionnaires cubains. Mais après avoir réussi à renverser le régime de Batista, au grand désarroi de l'Amérique et de ses alliés occidentaux, Castro fit allégeance au communisme et à l'Union soviétique. Un ennemi situé seulement à 150 km de ses côtes posait problème aux États-Unis et au Canada. Et ce qui affectait l'Amérique aurait des conséquences pour le reste du monde. La gravité du problème est devenue très évidente quand le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev envoya secrètement plus de 41 000 soldats à Cuba entre juillet et octobre 1962. Mais le plus troublant fut de découvrir que Khrouchtchev avait aussi commencé à déployer des missiles nucléaires de portée moyenne et intermédiaire, capables d'atteindre les villes d'Atlanta, Dallas, Détroit, New York et Toronto. C'en était trop pour les États-Unis.
et un défi direct pour leur jeune président, John F. Kennedy. Celui-ci consulta ses conseillers responsables militaires avant de prendre une sage décision au vu de l'histoire: placer Cuba en quarantaine. Ce terme fut choisi afin d'éviter le mot blocus, qui aurait été considéré comme une déclaration de guerre. Tout cela était connu de ceux qui prêtaient attention aux événements, mais beaucoup d'autres choses qui avaient lieu en secret ne furent révélées que des décennies plus tard lorsque des documents secrets défense furent déclassifiés. Ce n'est qu'alors que nous saurions à quel point la fin fut proche. Même de nos jours, la plupart des gens ignorent encore ces révélations. Au fur et à mesure que la crise se déroulait, l'Union soviétique envoya 4 sous-marins à Cuba. L'un d'eux, le sous-marin B-59, fut intercepté par les navires américains le 27 octobre. Il fut encerclé et des grenades sous-marines de faible puissance destinées à lancer un avertissement et à convaincre le sous-marin de faire surface, pas à le détruire, furent largués. Les sous-mariniers qui avaient reçu ces charges eurent un point de vue très différent de celui prévu. Ce que les États-Unis ne savaient pas à ce moment-là est que le B-59 transportait une torpille nucléaire d'une puissance équivalente aux 2/3 de la bombe utilisée contre Hiroshima, assez pour détruire presque toute la flotte américaine environnante. La température à bord du sous-marin diesel était d'environ 38 degrés Celsius et l'accumulation de dioxyde de carbone contribuait à embuer la pensée de l'équipage. Les sous-mariniers du B-59 qui étaient sous l'eau et qui n'avaient pas communiqué avec Moscou depuis plusieurs jours ne savaient pas que les charges explosant autour d'eux n'étaient qu'un avertissement et se demandèrent si la guerre avait déjà éclaté entre ces superpuissances. Après tout, c'était un risque réel. Rétrospectivement, ce qui se passa ce jour-là fait froid dans le dos. Selon AtomicHeritage.org, Vadim Orlov, un agent de renseignement à bord du sous-marin, rapporta comment les navires américains nous encerclèrent et commencèrent à refermer le cercle en pratiquant des attaques et en larguant des grenades sous-marines. Elles explosaient juste à côté du fuselage. Vous aviez l'impression d'être assis dans un tonneau en métal qui était constamment frappé par une massue. Orlov se souvient que le capitaine de vaisseau Valentin Savitsky cria « Nous allons les faire exploser maintenant, nous allons mourir, mais nous les coulerons tous, nous ne ferons pas honte à notre marine. » Le commissaire politique Ivan Semyonovitch Malesnikov était aussi d'avis de lancer la torpille. Si ce missile avait été lancé, notre monde serait très différent de celui que nous connaissons. En quoi cela aurait-il pu être différent? Le reste de l'histoire fut tenu secret. Ce fut le 27 octobre 1962, pendant l'affrontement de 2 semaines entre les deux superpuissances, que les Soviétiques introduisirent à Cuba des missiles de moyenne portée et d'autres de portée intermédiaire. Un sous-marin soviétique fut détecté alors qu'il tentait de passer la quarantaine américaine de Cuba, et le capitaine du sous-marin B-59 et un second haut responsable étaient prêts à lancer une torpille à tête nucléaire sur la flotte navale américaine. Qu'est-ce qui les en empêchait? Avant la pause, j'ai dit que je révélerai le reste de l'histoire. Mais d'abord, je veux expliquer quels auraient été les résultats s'ils avaient donné suite à cette décision. Ce que l'on ignore généralement, c'est que la lecture des documents déclassifiés révéla que la réponse américaine était déjà prête si une telle attaque se produisait. Le public américain, tout comme celui de leurs alliés occidentaux au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France et en Allemagne, furent volontairement gardés dans l'ignorance au sujet de leur écrasante supériorité nucléaire et des moyens de la mettre en action. Nous lisons dans AtomicHeritage.org que les bombardiers russes de cette époque pouvaient larguer environ 270 bombes nucléaires sur le territoire américain. En comparaison, les États-Unis détenaient des milliers de têtes nucléaires qui pouvaient être larguées par les 1576 bombardiers du commandement des forces aériennes stratégiques, ainsi que 183 missiles balistiques intercontinentaux.
Atlas et Titan, 144 missiles Polaris pouvant être envoyés à partir de 9 sous-marins nucléaires et 10 ICBM Minuteman nouvellement construits. Dwight Eisenhower, le prédécesseur de JF Kennedy, comprenait très bien la guerre et il avait essayé pendant sa présidence d'enrayer la prolifération des armes nucléaires. Cependant, l'arsenal atomique américain continua d'augmenter massivement pendant ces 8 années à la tête du monde libre. Eisenhower pensait qu'il n'y aurait jamais d'échange nucléaire mesuré. Une fois qu'une bombe serait lancée, la situation s'envenimerait rapidement. Il avait donc ordonné à ses généraux de mettre en place un plan opérationnel intégré unique, le SIOP en anglais. Il reflétait la mission du commandement des forces aériennes stratégiques créé sous la direction du général Curtis LeMay et de son successeur, le général Thomas Powell. Le général Curtis LeMay avait un plan de guerre qui fut décrit par un officier de marine en 1954. Laisser l'Union soviétique comme une ruine fumante et radioactive en 2 heures. Très peu de citoyens américains ou de citoyens d'autres nations connaissaient les détails de la riposte des États-Unis si les Soviétiques avaient déclenché une quelconque attaque nucléaire. Evan Thomas explique dans son livre X-Bluff, President Eisenhower's Secret Battle to Save the World, les représailles destinées à détruire l'Union soviétique, la Chine communiste et les pays satellites soviétiques d'une seule action cataclysmique si les États-Unis étaient attaqués. Selon le SIOP, les États-Unis auraient tout donné en tirant l'ensemble de leur arsenal stratégique de 3500 armes. Selon George Kritiarkovsky, le plan était un exercice de surenchère. Le conseiller scientifique déclara que cela aurait touché 4 ou 5 fois quelqu'un qui était déjà mort. En rentrant du briefing pour sa sieste de l'après-midi, Eisenhower avait dit à son conseiller naval, le capitaine Pete Oran, que le SIOP lui glaçait le sang dans les veines. La surenchère fut jugée nécessaire car il était peu probable que tous les bombardiers auraient pu passer pour déverser leur cargaison destructrice. Le président Kennedy, nouvellement élu, fut informé du SIOP en décembre 1960. Mais il ne saisit pas tout de suite l'ampleur du programme. Thomas l'explique. Un peu plus tard, après une autre réunion à ce sujet, le jeune président élu fit remarquer à son secrétaire d'État Dean Rusk avec un mélange d'émerveillement et de dégoût. Et il nous qualifie d'êtres humains. Cependant, ni Kennedy, ni aucun autre président qui lui succéda pendant 40 années ne retira le SIOP. Ce plan d'action devint même plus complexe et apocalyptique. Un rapport top secret déclassifié en 2011 révèle à quoi ressemblait le SIOP en 1962. Selon les estimations, cette réponse massive aurait tué plus de 212 millions d'habitants en URSS et en Chine communiste, et 4 millions supplémentaires en Pologne et en d'autres pays d'Europe de l'Est sous le contrôle de l'URSS. La radioactivité aurait assurément emporté plusieurs autres millions de vies après la catastrophe. C'est peut-être la raison pour laquelle un rapport fait une estimation allant jusqu'à 600 millions de morts. Ces chiffres n'incluent pas les millions de victimes dans le camp du monde libre. Bien que la réponse soviétique eût peut-être été moins violente, il faudrait être naïf pour penser que les stratèges soviétiques auraient été plus civilisés. Quel élément empêcha donc un Armageddon nucléaire il y a près de 6 décennies? Comme nous l'avons vu, le sous-marin soviétique B-59 en plongée ne connaissait pas la situation mondiale en surface. Ce fut le 27 octobre 1962 que débuta la crise des missiles de Cuba. Et les forces américaines essayaient de le forcer à remonter avec des grenades sous-marines de faible puissance. Mais le capitaine de vaisseau Savitsky et le commissaire politique Malenikov pensaient qu'il était attaqué et que la guerre avait peut-être déjà commencé entre les deux superpuissances. Aussi étaient-ils prêts à lancer une torpille nucléaire. Qu'est-ce qui les en empêcha? Le déclenchement accidentel d'une guerre nucléaire inquiétait tout autant l'Union soviétique que les États-Unis. C'est pourquoi leur protocole exigeait 3 voix concordantes sur le vaisseau. Comme expliqué,
sur atomicheritage.org. Le dernier officier, le vice-capitaine de vaisseau Vassili Alexandrovitch Arkhipov, s'y opposa. Il argumenta qu'il ne savait pas avec certitude si le bâtiment était attaqué. Pourquoi ne pas remonter et attendre les instructions de Moscou? Finalement, le point de vue d'Arkhipov l'emporta. Voyez à quel point nous fûmes proches d'un Armageddon à une voix près. Mais vous réalisez qu'il ne s'agit que d'un seul quasi-accident de la guerre froide impliquant des armes nucléaires? Nous vivons dans un monde bien plus dangereux que la plupart le croient. D'autres documents secrets déclassifiés ces dernières années révèlent d'autres catastrophes évitées de justesse. L'expression « flèche brisée » est un terme militaire utilisé aux États-Unis pour décrire un événement accidentel qui impliquerait une arme ou des conséquences nucléaires. Un rapport du 6 avril 2019 révèle que les États-Unis ont reconnu 32 flèches brisées. 6 d'entre elles impliquaient des armes nucléaires qui n'ont jamais été retrouvées ou qui ont volontairement été abandonnées intactes. La plupart de ces incidents impliquent des armes américaines, mais c'est presque certain qu'il y eut beaucoup d'autres impliquant des armes russes, puisque l'URSS était beaucoup plus opaque à ce sujet. La première flèche brisée s'est produite le 14 février 1950 lorsqu'un convert B-36 américain s'est écrasé dans le nord de la Colombie-Britannique après avoir largué une bombe nucléaire Mark IV dans l'océan Pacifique. La bombe n'a jamais été retrouvée. Une autre flèche brisée s'est produite sur une base aérienne britannique. Le 27 juillet 1956, un bombardier américain B-47 effectuait un vol d'entraînement lorsqu'il s'est écrasé sur un dépôt d'armes nucléaires de la base aérienne de Lakenheath, dans le Suffolk en Angleterre. Tout l'équipage a été tué. Connu comme l'Igloo, le dépôt contenait 3 bombes nucléaires Mark VI et le détonateur de l'une d'entre elles fut arraché au cours de l'accident. Les enquêteurs ont conclu que c'était un miracle que la bombe n'ait pas explosé. Mais ce ne fut pas le seul miracle. Voici un autre incident où la chance joua en notre faveur. Le 24 janvier 1961, un bombardier B-52 transportant 2 bombes nucléaires de 3 ou 4 mégatonnes volait au-dessus de Goldsboro en Caroline du Nord aux États-Unis lorsque l'aile droite subit une défaillance structurelle. L'avion se brisa et les 2 bombes nucléaires furent relâchées. Sur une des bombes, 3 des 4 mécanismes d'armement se sont activés. En 2013, une demande d'accès à l'information a confirmé qu'un seul des 4 interrupteurs avait empêché la bombe d'exploser. Un des membres de l'équipage de récupération se souvient. « Jusqu'à ma mort, je n'oublierai jamais mon sergent me dire « Lieutenant, nous avons trouvé l'interrupteur. Armée, sécurité. » J'avais répondu « Bonne nouvelle. » Et lui de répliquer « Pas vraiment, il est surarmé. » Que se passerait-il si une de ces flèches brisées explosait par accident à proximité ou sur un territoire ennemi? Cela déclencherait-il une réaction en chaîne qui pourrait mettre en péril la vie humaine? Jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'examiner le passé, mais notre brochure Armageddon et au-delà va directement aux pages de la Bible, qui nous fait part de l'histoire à l'avance. Vous pouvez connaître l'avenir. Vous devez savoir comment échapper aux jours difficiles et vous avez besoin d'espérance pour l'avenir. Alors commandez votre exemplaire de notre brochure. Vous serez heureux de l'avoir fait. Et restez avec moi car je vous montrerai, à partir des pages de la Bible, l'ultime bonne nouvelle. Jusqu'à présent, au monde de demain, nous avons examiné quelques incidents évités de justesse. Les catastrophes nucléaires ne sont pas aussi éloignées que nous pourrions le penser. Mais projetons-nous vers l'avenir, selon la Bible et selon Jésus-Christ. Il y a une crise à venir, comme le monde n'en a jamais connu, tel que mentionné dans Matthieu 24 au verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Des armes nucléaires seront-elles utilisées pendant Armageddon? Probablement. Mais quelles sont les autres armes que nous ignorons? Le livre de l'Apocalypse décrit des armes qui ne tueront pas, mais qui tourmenteront pendant une période de 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Nous ne pouvons pas nier que des jours beaucoup plus difficiles nous attendent.
Mais le fait est que la plupart d'entre nous devons craindre quelque chose de beaucoup plus grand qu'un Armageddon nucléaire. Ma génération ainsi que la précédente et la suivante ont vécu dans l'ombre d'un champignon nucléaire. Et certaines familles plus que d'autres. En tant qu'enfant de militaire ayant grandi sur des bases stratégiques du commandement aérien, mes amis et moi étions en première ligne si une guerre éclatait. Nous faisions parfois des cauchemars, mais nous les partagions rarement. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les prophéties bibliques furent un réconfort pour moi et pour beaucoup d'autres. Pendant la crise des missiles de Cuba, je comprenais qu'il n'y avait rien à craindre. Et même si je ne savais rien à l'époque du sous-marin soviétique B-59, mes certitudes s'avèrent correctes. Oui, ce fut une époque de crise intense pendant laquelle la moindre erreur aurait pu mettre le monde à feu et à sang. Mais selon la Bible, ce n'était pas le moment choisi par Dieu pour qu'une telle catastrophe ait lieu. Comment puis-je déclarer une telle chose? Certaines personnes évoquent la déclaration faite par Jésus dans Matthieu 24 au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est certainement vrai. Nous ne pouvons même pas prévoir l'année. Mais ce passage n'annule en rien les dizaines de versets qui montrent que certains événements doivent d'abord avoir lieu. En fait, ce même verset qu'il cite est pris hors contexte, où il est dit que nous pouvons connaître l'époque approximative. Remarquez ce qui est dit quelques versets plus tôt. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, telles qu'annoncées auparavant, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Savoir ce qui nous attend, tant les mauvaises que les bonnes nouvelles, nous donne la tranquillité d'esprit, sans tenir compte de certaines choses horribles à l'horizon. Ceux qui comprennent les prophéties bibliques peuvent connaître la paix et le réconfort. Il existe un moyen d'échapper à Armageddon. Plus important encore, il y a la prise de conscience que, même si nous allons tous mourir, la vie éternelle nous est offerte, comme Jésus nous l'a promise. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Puis il posa à la femme à qui il s'adressait une question qui s'applique également à vous et à moi. Crois-tu cela? Nous devons savoir pourquoi nous sommes nés en premier lieu. La vie est précieuse et précaire. Nous sommes souvent plus résistants que nous le pensons, mais aussi beaucoup plus fragiles dans le plan magistral. Nous sommes temporaires et la vie est courte. Cependant, il existe un Dieu qui nous donne l'opportunité de vivre éternellement. Il évalue les décisions que nous prenons, que nous l'aimions de tout notre cœur, notre pensée et notre être, ou que nous suivions la foule en craignant les hommes plus que Dieu. Il est surprenant de constater que si peu de gens prennent le temps de prouver que Dieu est réel, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence et que son dessein s'adresse à chacun de nous. La plupart des gens semblent davantage intéressés par les divertissements télévisés ou le palmarès de leur équipe sportive. Pour en savoir plus sur les événements futurs qui nous concernent, vous et votre famille, continuez à regarder Le Monde demain où Richard Ames, Wallace Smith et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, nous vous apportons plus d'informations sur les questions d'aujourd'hui et le glorieux espoir du monde de demain.